Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 défis à l'impossible. 3 défis qui mettent en jeu 3 mathématiciens d'exception. Werner Boy, Stefan Smale et John Nash. Et tout ça autour d'un objet aussi innocent qu'inoffensif, la sphère. Le premier de ces défis, celui que va relever Werner Boy, consiste à diviser, on dit quotienter, la sphère en 2. Mais attention, ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas simplement de la couper en 2 comme un fruit. Non, c'est plus subtil que ça. Et on va découvrir ensemble, non pas sur la sphère, mais d'abord sur le cylindre, de quoi il s'agit. Donc on considère le cylindre et on le regarde droit dans les yeux. Alors, contrairement à ce que la photo précédente peut laisser suggérer, le cylindre qu'on a sous les yeux, il est creux. Je peux passer la main à l'intérieur. Et dans ce creux, je vais figurer le point central du cylindre. Et maintenant que j'ai un point central sur ce cylindre, je vais pouvoir marier tous les points du cylindre 2 à 2. Comment je fais ? Je prends un point et je le marie avec le point qui est en face, via le point central. Et je continue. Je peux faire ça pour tous les points du cylindre. Mes cylindres se marient. Bien. Et maintenant, la question que je me pose, la question du quotient de ce cylindre en 2, c'est que je voudrais former un espace qui ne garde qu'un seul des 2 membres de chaque couple. Un seul des 2 membres. Comment faire ? La solution la plus simple, peut-être, c'est de couper verticalement le cylindre en 2, comme ceci. Si je fais ça, tous les points qui sont sur la partie arrière de mon cylindre, qui est figuré ici, sont mariés avec un point qui est dans la partie avant, qui ne figure plus. Et donc, j'ai bien coupé chaque couple en 2. Sauf pour les parties verticales. Sur les parties verticales, je constate que mes couples sont encore complets. Ici, le magenta est encore avec son compagnon de l'autre côté, le bleu avec le bleu, et ça c'est triché. Parce que ces couples-là, du coup, ils sont un peu privilégiés. Et pas question. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les points de la même couleur entre eux, de façon à les réduire, à passer de 2 points à 1 point. Et il y a une opération très simple pour faire ça, c'est un demi-tour. On va faire une demi-torsion et on va obtenir cet objet qui est le quotient du cylindre par 2 et que vous avez probablement déjà rencontré, c'est un ruban de Möbius. Donc un ruban de Möbius, c'est un ruban de papier. Vous recollez les extrémités après avoir effectué une demi-torsion. Le ruban de Möbius, c'est un objet très célèbre parce qu'il a un seul côté. Un seul côté, et ça paraît étrange, quand on le regarde de près, par exemple ici vous avez un ruban de Möbius avec des petites fourmis dessus. Si je me mets à la place de cette fourmi, je vois que j'ai un côté, le dessus, puis j'ai un autre côté, le dessous. Alors c'est vrai localement, mais ça n'est pas vrai globalement. Si je me mets à me déplacer, voici ma petite fourmi qui commence à se déplacer et elle va visiter le ruban de Möbius. Donc elle commence son tour, elle se retrouve dans la portion en dessous, vous la voyez, elle est là maintenant. Elle remonte à sa position initiale, elle se retrouve à la position initiale, mais sur le plafond, alors que tout à l'heure elle était sur le sol. Et maintenant je continue, et au bout du périple, ma fourmi va retrouver sa place de départ. Donc l'objet est bizarre, on croit qu'il a 2 côtés, mais en fait il n'en a qu'un, et on dit qu'il est unilatère. Il y a une petite expérience de physique qui s'appuie sur ce caractère unilatère. Vous faites un ruban de Möbius avec des magnets, avec des... J'ai oublié le nom. Comment on appelle ça ? Les aimants, voilà, avec des aimants. Donc vous mettez des aimants partout, et puis dessus, vous allez considérer un mobile qui a un supraconducteur qui va léviter,
Et il va donc pouvoir visiter le dessus et le dessous de notre ruban de Möbius. Donc on le voit ici. Vous voyez là, c'est dessus, il passe en dessous. Bon, on peut beaucoup s'amuser avec les rubans de Möbius. Nous, on va continuer à les étudier. Une deuxième propriété spectaculaire de cet objet est la suivante. Placez-vous sur le bord et commencez à une petite balade et vous décidez que vous allez vous balader sur le bord seulement. Donc je me balade, ma balade se poursuit comme ceci et vous voyez, au bout d'un certain temps, évidemment, je reviens à mon point de départ. Mais ce qui est spectaculaire, c'est qu'avec une seule balade, une seule courbe, j'ai parcouru l'entièreté du bord de mon objet. C'est très différent de ce qui se passait pour le cylindre. Pour le cylindre, le bord de mon objet, eh bien, c'est deux balades différentes, deux courbes différentes, une bleue, une rouge. Il est temps que je vous dise maintenant qu'on ne se contente pas d'appeler ruban de Möbius juste cet objet, mais en fait, n'importe quel ruban pour lequel vous avez raccordé les extrémités après un nombre impair de demi-torsions. Quand vous faites un nombre pair de demi-torsions, comme ici, on ne considère pas que c'est un ruban de Möbius, ça garde le nom de cylindre. Vous constatez d'ailleurs qu'avec deux demi-torsions, je garde deux côtés, un côté cyan, un côté bleu, alors que ici, avec trois demi-torsions, je conserve le caractère unilatère. Pareil pour le bord. Ici, mon bord est composé de deux courbes, une bleue, une rouge. Ici aussi, et ici, une seule courbe. Des rubans de Möbius à trois demi-torsions, on en rencontre souvent, tous les jours presque. C'est votre logo du recyclage. Et puis, des rubans de Möbius, on en trouve aussi dans la nature, si on a envie de les regarder comme ça. Là, vous voyez, on est en Californie, c'est une attraction touristique, c'est au Alabama Hills, en été, en hiver, un ruban de Möbius. Ok, maintenant, nous sommes devenus experts en ruban de Möbius, il est temps de tester nos connaissances. Je vous propose cet objet. À votre avis, est-ce que ça, c'est un ruban de Möbius ou pas? Qui pense que c'est un ruban de Möbius? Qui pense que ce n'est pas un ruban de Möbius? C'est bien, tout le monde a écouté, c'est trop bien. Vous avez raison, et vous avez encore plus raison que Wikipédia fut un temps, puisque, comme vous le constatez, c'est une figure qui est tirée de Wikipédia, de l'article ruban de Möbius d'il y a, je ne sais pas, au moins 10 ou 15 ans. L'erreur a été corrigée, et ce ne peut pas être un ruban de Möbius, puisque le bord est composé de deux courbes, une verte, une rouge. On revient maintenant à notre problème à nous. Ce n'était pas le cylindre, c'était la sphère. Et la sphère, comme le cylindre, il faut l'imaginer comme un ballon d'anniversaire, c'est creux à l'intérieur. Et au centre, eh bien, figure, ma foi, le centre de la sphère. Et grâce à ce centre, je vais pouvoir mettre en couple tous les points de la sphère. Je prends un point au hasard et paf, son compagnon, sa compagne est de l'autre côté. Et ainsi de suite. Et je me pose la même question que pour le cylindre. Je voudrais former un espace qui soit composé d'un seul membre de chacun de tous les couples. Ça revient à diviser par deux, puisque tous les points de la sphère viennent en couple. L'idée naturelle, c'est de couper notre sphère en deux. Disons qu'on garde que l'hémisphère sud. Et bien sûr, quand j'ai un point dans l'hémisphère sud, le deuxième point du couple se trouve dans l'hémisphère nord et l'hémisphère nord a disparu, donc j'ai presque réussi, sauf que bien sûr, j'ai le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que à l'équateur, je me retrouve avec des couples qui sont encore entiers. Il va falloir que je fasse disparaître un point sur deux. Je vais m'y prendre comme tout à l'heure, je vais coller les points entre eux. Le couple jaune, par exemple, eh bien, je vais le coller sur le point central, et ça va m'obliger à entraîner une partie du matériau de la sphère, ça va me déformer la sphère, et je vais obtenir quelque chose qui a à peu près cette tête-là. Et maintenant, il me reste, disons, les points verts. Les points verts, je vais faire la même chose, sauf que je ne peux pas les
raccordé au centre, c'est déjà pris, la place est déjà prise, il faut que j'aille ailleurs, en dessus, en dessous, n'importe où, ailleurs. Donc je vais ailleurs. J'étire forcément mon matériau. Et puis je continue avec le magenta, je vais ailleurs. Et puis je m'arrête. Je m'arrête parce que j'ai une infinité de points qu'il va falloir que je traite comme ceci. Ça paraît juste infaisable, interminable, d'autant plus qu'il y a un phénomène bizarre. Vous voyez comme on a étiré le matériau. Sur les bords des languettes, vous avez encore des couples. Un couple qui devrait se recoller. Et donc pour se recoller, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait créer des languettes sur les languettes. Et sur ces languettes, ces nouvelles languettes, j'ai encore des couples qui apparaissent. Et je vais devoir créer des petites languettes sur les moyennes languettes, des grandes languettes. Ouais, c'est la mort. Donc tout d'un coup, on se trouve devant un problème qui a l'air absolument infaisable. C'est très étrange, c'est complètement inattendu. Pour le cylindre, tout allait tranquillement et brutalement, on est complètement désemparé, on est perplexe. Un peu à l'image des personnages de la série Futurama, que j'aime beaucoup. Ici, dans cette scène, c'est un clin d'œil à une lithographie d'Escher qui s'appelle Relativity. Et les personnages ne savent pas où aller, et nous aussi, on ne sait pas où aller. Et on ne sait pas où aller parce que notre intuition, notre bon sens, nos yeux, sont mis à rude épreuve. Ils ne nous aident pas. Et quand notre bon sens ne nous aide pas, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'abstraction. Donc on va oser l'abstraction. Et on verra que cette abstraction ne va pas nous éloigner du réel, au contraire, elle va nous en faire sentir plus proches en nous offrant une nouvelle perspective. Pour cela, je vais être un tout petit peu plus malin dans la découpe de ma sphère en deux. Tout à l'heure, on a coupé au niveau de l'équateur. Je vous propose une coupe un peu plus subtile. Je coupe une calotte polaire nord et je garde la calotte polaire sud. Il me reste une bande équatoriale. La bande équatoriale, je la coupe aussi en deux. Je garde celle qui est sur votre droite et j'évacue celle qui est sur votre gauche. Vous serez d'accord avec moi que la pièce qu'on vient ainsi de définir couvre la moitié de ma sphère. Sauf qu'elle a toujours un bord et que sur le bord, j'ai toujours le problème de couples qui sont surreprésentés. Alors on a l'impression que rien n'a changé, presque rien n'a changé. Parce que quand même sur les bords verticaux, on se rend compte que si on pouvait découper la bande équatoriale, faisons-le. On a dit que c'était abstrait. Faisons de l'abstraction, découpons. Si je devais identifier les points opposés, je vais obtenir, comme tout à l'heure, un ruban de Möbius. Alors évidemment, ce n'est pas la totalité de tout mon bord, il me reste encore 2 demi-cercles. Mais ma foi, je constate que l'objet que je suis en train de rechercher, abstraitement, c'est comme si j'avais un ruban de Möbius et une calotte sud que je dois recoller ensemble. Donc dans ma tête, d'un point de vue abstrait, formel, je vois mon objet comme une somme de 2 sous-objets, comme 2 Legos qui s'emboîtent, un ruban de Möbius et une calotte sud. Retour au concret maintenant. Alors c'est le concret du mathématicien, ne rêvez pas trop. On va considérer un nouvel objet. Ce nouvel objet, c'est la bouteille de Klein. La bouteille de Klein, vous la voyez, elle est un peu bizarre, le goulot est rentré à l'intérieur de la bouteille, perfore la paroi et puis vient se rattacher à la bouteille. Si je veux construire une bouteille de Klein, je pars avec un tuyau comme ceci, j'évase la partie gauche et je la retourne. La partie droite, je la coude et je l'évase tout doucement pour venir recoller à la partie retournée. Sauf que pour effectuer ce recollement, je vais devoir traverser mon tube. Donc il faut que j'imagine que mon matériau est capable de se traverser lui-même. Et si j'imagine ça, je vois ma bouteille de Klein. C'est quelque chose qui est très facile à faire avec une image numérique. Vous avez ici votre tube qui traverse le matériau pour venir à boucher.
Alors je vous ai dit que c'était le concret du mathématicien, mais c'est aussi le concret de certains verriers. On peut réaliser la bouteille de Klein en verre. Vous voyez qu'il suit les instructions de montage. Il coude le tube, il réalise l'auto-intersection, et il est tout fier d'avoir sa bouteille de Klein. Pour être tout à fait juste, pour avoir une bouteille de Klein complète, il manque un petit disque de verre, mais on va lui passer ce détail. Pour ceux qui pensent que ça c'est le maximum que les verriers sont capables de faire, détrompez-vous, ils peuvent faire des choses comme ça. Donc la bouteille de Klein, c'est un peu le niveau zéro de la difficulté. Pourquoi je vous parle de la bouteille de Klein? Prenez la bouteille de Klein du verrier et mettez du ruban adhésif dessus, et vous suivez le mouvement naturel de la bouteille. Quand le ruban revient, il revient en ayant fait une demi-torsion. Ce qu'on voit sous nos yeux, c'est donc un ruban de Möbius. Donc la bouteille de Klein, cachée en elle, eh bien elle a un ruban de Möbius. Et plus spectaculaire, en fait, elle n'en a pas un, elle en a deux, exactement deux. On va comprendre pourquoi. Imaginez que je puisse couper ma bouteille de Klein en deux morceaux, comme je viens de le faire là. Ces deux morceaux, c'est presque les mêmes, ils sont images miroirs l'un de l'autre. Et je vais imaginer que, ok, c'est quand même réalisé dans un matériau qui n'existe pas pour de vrai, mais imaginons qu'il existe, qu'il puisse s'auto-intersecter, mais qui ait une réaction physique normale, c'est-à-dire qu'au froid, il se rétracte. Je vais prendre la partie basse. Cette partie basse, quand on l'observe, on s'aperçoit qu'il y a une gouttière qui vient traverser un mur. Donc la gouttière, elle est obstruée par ce tympan. Et c'est notre auto-intersection de tout à l'heure. Je prends tout ça et je déverse dessus de l'azote liquide. Je déverse de l'azote liquide, ça veut dire que mon matériau va se rétracter. En se rétractant, qu'est-ce qui va se passer? Le mur du fond, eh bien, il va descendre. La goulotte, au contraire, elle va monter. Et mon auto-intersection va disparaître. Voilà, mon auto-intersection a disparu. Et puis je continue comme un sauvage avec mon azote liquide. Et ce qui va arriver ensuite, c'est que le flanc de la bouteille va se retourner. Le flanc de la bouteille se retourne et je vois arriver un ruban de Möbius. Ok, donc j'ai un ruban de Möbius en bas, mais j'avais l'autre partie de ma sphère en haut. Si je lui fais subir le même procédé, j'ai un ruban de Möbius en haut aussi. Donc, au bilan, ma bouteille de Klein, c'est quoi? Eh bien, une fois que je l'ai coupée et que je l'ai passée à l'azote liquide, c'est deux rubans de Möbius. Et vous voyez qu'on est passé du concret pour le mathématicien et le verrier à l'abstrait. Donc ici, on a parfaitement les deux parties de notre vision, celle qui est concrète et celle qui est abstraite. Je vous propose un petit film, s'il veut démarrer, voilà. Un petit film qui raconte la construction de la bouteille de Klein. Donc un tube qui va s'allonger, se courber, qui va traverser le flanc de la bouteille, venir s'évaser et se retourner pour refermer l'objet. Donc maintenant on a la bouteille de Klein et on va lui pratiquer une incise à cette bouteille de Klein sur toute sa longueur. Voilà, c'est ce qui arrive maintenant. Et vous imaginez que vous déversez votre azote liquide. La bouteille, la pièce qu'on a sous les yeux, elle se rétracte sous l'effet du froid. Et on va voir le renversement de tout à l'heure. Et le ruban de Möbius qui apparaît. Parfait. Maintenant, le bilan. Le bilan, c'est qu'on a un objet pour lequel on connaît tout. La bouteille de Klein, je la vois concrètement, je la coupe en deux, je la passe à l'azote liquide, je la vois abstraitement. Nous, ce qu'on cherche, c'est le chemin inverse. J'ai un objet, on sait que ce n'est pas deux rubans de Möbius, c'est un ruban de Möbius et puis une calotte sud. Au fait, la calotte sud, je sais déjà ce qui lui arrive si je mets de l'azote liquide dessus. Elle va se rétracter et elle va devenir comme un disque. Donc que je dise ceci ou cela, Möbius plus un disque, c'est pareil. Et toute la difficulté, c'est de trouver l'objet qui vient ici. Quand je dis toute la difficulté, c'est vraiment
d'une immense difficulté. C'est tellement difficile que, à la fin du 19e siècle, début du 20e, les mathématiciens pensent que c'est tout simplement impossible. Nous découvrons ici un grand mathématicien, David Hilbert, et puis ici nous ne découvrons pas, et on comprendra pourquoi tout à l'heure, Werner Boy. David Hilbert est directeur de thèse de Werner Boy et il lui demande de démontrer que, effectivement, la surface qu'on cherche, elle n'existe pas. Il n'existe pas de surface concrète, au sens du mathématicien, qui corresponde à l'addition abstraite, au sens où on l'a fait tout à l'heure, d'un ruban de Möbius et d'une calotte sud. Et Werner Boy va faire tout le contraire. Il va démontrer que, en fait, la surface existe bel et bien. Et elle porte désormais son nom, la surface de Boy. Un mot sur Boy. On n'a pas sa photo? Ben oui. Boy publie sa surface en 1901 et il disparaît mystérieusement. Il disparaît. On n'a plus de nouvelles de lui. Hilbert lui-même va diligenter une enquête pour savoir où Werner Boy a pu disparaître. Il n'en saura rien. On ne l'apprendra que beaucoup plus tard. Je crois qu'il y a à peu près une dizaine d'années, il y a une enquête qui a été faite sur la vie de Werner Boy. Et ce qu'on sait, c'est qu'il est rentré, donc il travaillait à Göttingen avec Hilbert. Il est rentré dans sa ville natale, Wuppertal, pour enseigner à un gymnasium. Et puis, le conflit de 14-18 éclate et il meurt dans les premières semaines de la guerre. Vite, basculons sur quelque chose de moins triste, les dessins de Boy lui-même. Voici comment Boy construit sa surface, comment Boy résout le problème. Il vous dit, partez d'un trièdre, il est sur votre gauche, partez d'un trièdre qui est formé de tuyaux, et les tuyaux, vous les obstruez par des tympans. Donc on peut pas placer un objet, rentrer un objet dans le tuyau. Et puis à la partie anguleuse de votre trièdre, vous figurez un trèfle. Et maintenant l'opération est toute simple. Les tuyaux, vous les tordez le long de chaque pétale. Donc par exemple, le tuyau qui partait vers l'arrière, vous le tordez sur le pétale du haut et vous venez le coller sur le pétale de gauche. Et ainsi de suite pour chacun des tuyaux. Vous obtenez à la fin une surface, c'est la surface de Boy. On la voit ici sous un angle arrière et sous un angle avant, elle donne ceci. Donc ça, c'est une image de synthèse. C'est une surface qui n'est pas du tout évidente à comprendre et c'est la raison pour laquelle je vous propose un petit film qui raconte la façon dont cette surface est fabriquée. Vous avez un petit avion qui va commencer par faire le trèfle à 3 feuilles. Et chacune des boucles du trèfle est dans un plan qui est à angle droit par rapport aux deux autres. L'avion parcourt 2 fois le trèfle parce qu'il va y avoir une courbe d'auto-intersection. Et vous avez au cœur de votre trèfle un point qu'on appelle point triple. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est que les tympans vont se refermer. L'étape 3, c'est que les tubes vont venir glisser le long des pétales de votre trèfle pour venir se refermer sur la face avant. Et vous avez obtenu la surface de Boy. Je vous rassure, si vous n'avez pas suivi tous les détails, ce n'est pas bien grave, il m'a fallu bien du temps pour comprendre cet objet. À la limite, si vous l'avez compris là tout de suite entièrement, je suis presque jaloux. Vous êtes allé beaucoup plus vite que moi. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir si, oui ou non, Werner Boy a relevé le défi. Est-ce que ce qu'on vient de voir, c'est vraiment l'addition d'un ruban de Möbius et d'une calotte sud? Il faut imaginer que l'objet est réalisé
avec le matériau qui s'auto-intersecte et qui se rétracte. Et je vais commencer par enlever un petit disque. Donc j'enlève un petit disque, ok, et maintenant je peux voir l'intérieur, je vois le point triple, et je déverse de l'azote liquide. En déversant de l'azote liquide, l'ouverture que j'ai pratiquée s'étend, et elle s'étend de plus en plus. Je vous demande de faire confiance en cette série de dessins. Cette série de dessins vous montre comment l'objet est en train de se rétracter. Il se rétracte de plus en plus jusqu'à libérer complètement la courbe d'auto-intersection, le point triple, et vous voyez arriver un magnifique ruban de Möbius à 3 demi-torsions. Ok, donc ça c'est mon ruban de Möbius. Mais où est-ce qu'elle est mon hémisphère sud? Enfin, ma calotte sud. Ben, ma calotte sud, elle est là. C'est le petit disque que je viens d'enlever. Parce qu'un petit disque, c'est comme une calotte. Donc bravo à Werner Boy, il a effectivement relevé le défi. On peut avoir une vision un peu plus numérique, disons, image numérique des étapes de la rétractation. Là, j'enlève la calotte sud, et puis maintenant, je déverse l'azote liquide, et je vois mon objet qui se rétracte jusqu'à former un ruban de Möbius à 3 demi-torsions. Donc l'opération en sens inverse, et voilà, on a retrouvé notre surface de Boy. Le défi est donc parfaitement relevé. À partir de là, il serait tout à fait logique que je vous raconte toute l'histoire de la surface de Boy jusqu'à maintenant. Mais faute de temps, je ne vais pas le faire, et je vais sauter allègrement toute cette histoire pour atterrir en 2018, maintenant. Et je vous présente la Pokéball de Mélanie Teiller. Je ne suis pas sûr qu'elle serait tout à fait d'accord avec cette appellation, mais quoi qu'il en soit, cette Pokéball est une autre façon de réaliser l'addition d'une calotte sud et d'un ruban de Möbius. Vous avez plusieurs façons de réaliser concrètement l'idée abstraite qui est que vous additionnez abstraitement le Möbius et la calotte. Et voici la façon dont Mélanie Teiller a réalisé cette addition. Je vais aller beaucoup plus vite, pas du tout rentrer dans les détails. L'idée, c'est que vous partez de la sphère que vous avez coupée en deux. Il vous reste des points à identifier sur l'équateur et vous allez réaliser cette identification au moyen d'un ruban de Möbius. Vous voyez le ruban de Möbius ici? Il relie lui et lui, le point magenta à l'autre point magenta. Et comment faire pour tous les autres points? Vous allez faire glisser votre ruban de Möbius d'une façon bien pertinente, bien adéquate pour mettre en correspondance tous vos couples. Il y a un petit film en couleur que j'aime beaucoup, donc ça, évidemment, la couleur symbolise la couleur du couple. Donc ici, c'est un couple de points bleus, maintenant c'est cyan, et puis ça devient vert, etc. Et vous finissez par obtenir donc une Pokéball colorée. Je profite de l'occasion pour faire une petite parenthèse. Vous l'aurez tous observé, Mélanie Teiller est une mathématicienne. Et vous le savez ou non, mais cette discipline, les mathématiques, comme malheureusement bien d'autres, eh bien, dans notre discipline, on n'a pas exactement la parité. On en est même très loin. Pourtant, on est tous d'accord que les mathématiques, c'est pas une affaire de genre. Et ça me permet de m'adresser tout particulièrement aux jeunes femmes, ici, mais mon message est universel. Si vous avez de l'attrait pour cette discipline, eh bien, n'écoutez que votre cœur, votre passion et votre volonté. Allez-y, foncez. On va passer maintenant au deuxième défi, celui que va relever Stephen Smale, retourner la sphère. Et c'est encore une histoire de directeur de thèse et d'étudiant en thèse. Vous avez ici Raoul Bott, le directeur, Stephen Smale, l'étudiant. Alors, j'exagère un petit peu parce qu'au moment où se situe l'action qui nous intéresse, Stephen Smale a soutenu sa thèse
et il est jeune professionnel des mathématiques, et il vient de découvrir un nouveau théorème dont il est très fier, et il va s'en entretenir avec son directeur de thèse. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a les documents d'époque, vous me connaissez. Donc voici le coup de téléphone de ce mail à Raoul Bott. Patron, j'ai un super théorème. L'espace des immersions des sphères est connexe. Vous inquiétez pas sur le jargon, on n'en a pas besoin. Puis réponse cinglante de Raoul Bott. Pas possible. Cela impliquerait que l'on puisse retourner une sphère. Qu'est-ce que c'est que le retournement d'une sphère? Eh bien, c'est le problème suivant. Vous prenez une sphère, encore une fois, elle est creuse, comme un ballon d'anniversaire. Vous imaginez que vous l'avez peinte à l'extérieur en cyan et vous l'avez peinte à l'intérieur en bleu. Et vous voulez passer de la situation où l'extérieur est en cyan à la situation où vous avez mis l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur. Vous avez vraiment retourné la sphère et vous vous autorisez 3 règles. Au cours du mouvement, la surface doit rester lisse. Vous n'avez pas le droit de créer des pointes ou des arêtes. Lisse, ça veut dire que quand je mets la main sur ma surface, que je passe rapidement, je ne risque pas de me couper la main parce qu'il y avait une pointe ou une arête. La surface ne doit pas être déchirée ou découpée. Oui, parce que si vous découpez votre sphère et que, bon, enfin bref, si vous trichez, quoi. Elle n'a pas le droit. Voilà, on ne triche pas. Troisièmement, les auto-intersections sont permises. Bah oui, parce que sinon, on ne voit vraiment pas ce qu'on pourrait faire. Essayons d'ailleurs avec ces 3 règles. Si vous pensez que c'est facile avec les règles, vous allez vite voir que ce n'est pas si facile que ça. Si j'appuie sur, par exemple, les pôles nord et sud, c'est l'opération qu'on a envie de faire au début, on appuie sur les pôles nord et sud et on enfonce les calottes polaires à l'intérieur de la sphère jusqu'à ce que ces calottes viennent au contact. Elles sont presque au contact ici, et comme on a le droit aux auto-intersections, on continue de pousser ces calottes. Et on continue jusqu'à les faire sortir comme ça. Donc ce que vous voyez, c'est la calotte sud qu'on a fait ressortir jusqu'au nord. Et la calotte sud, du coup, nous révèle son intérieur en quelque sorte. On voit donc du bleu et non pas du cyan. Pareil pour la calotte nord qui vient donc au sud. Et il me reste une sorte de bouée équatoriale qui est en bleu, en cyan, pardon. Je continue de pousser mes deux calottes. Ma bouée équatoriale devient de plus en plus petite et puis à la fin elle disparaît et ça y est, j'ai retourné la sphère. Oui, vous avez retourné la sphère, mais on a triché. On a triché tout à la fin. Quand la bouée équatoriale disparaît, ça crée une arête de points singuliers. Si je passe ma main rapidement sur l'équateur et que c'est réalisé en métal, ça y est, je me suis coupé la main. Donc ça, c'est pas comme je voulais. Si vous découvrez vraiment ce problème, et que je vous laisse faire quelques essais, je pense qu'assez rapidement, vous allez vous convaincre que c'est vraiment pas possible de retourner la sphère. Et effectivement, l'intuition suggère que c'est rigoureusement impossible. Pourtant, Raoul Bott va regarder la démonstration de ce mail, il va se rendre compte que cette démonstration, elle est impeccable, irréprochable. C'est du béton armé. Donc si la démonstration est irréprochable, la conséquence du théorème de Smell est donc vraie. On peut retourner une sphère. Et Raoul Bott se ravise. Il se dit, mais mince, alors on peut retourner la sphère, contrairement à ce que mon intuition me suggère. Vite. Attends, tu as raison en fait. Mais est-ce que tu pourrais me visualiser un retournement? Et la réponse de Smell, non. Je sais le démontrer mathématiquement, mais pas le voir concrètement. Le défi est déplacé en quelque sorte. Maintenant, on sait qu'on peut retourner la sphère, mais on ne sait pas comment. Et vous allez le voir, trouver une visualisation du retournement de la sphère, ça va occuper les mathématiciens un petit moment. Le premier à avoir une idée, c'est Arnold Shapiro, qui est un ami de Raoul Bott, et c'est le premier à arriver à conceptualiser une façon de retourner la sphère. Seulement, il n'a pas les mots mathématiques pour le décrire, et donc ça reste dans sa tête. Ça sera décrit que plus tard, en 1979, par Francis et Morin. Vous voyez ici le départ. Mais là, on n'est qu'en 61, donc on est 4 ans après le théorème de Smale. Shapiro va expliquer sa solution à Bernard Morin. Bernard Morin, c'est le mathématicien qu'on voit ici, c'est un mathématicien aveugle. Et il va essayer de conceptualiser ce retournement, il va en trouver un autre. Il va en retrouver un autre, et dans cet autre retournement arrive une surface qu'on appelle depuis la surface de Morin, qui est figurée ici, qui a une symétrie d'ordre 4,
qui bien sûr à l'époque n'était pas visualisé. Donc on n'a vraiment rien de rien. Bernard Morin va parler de sa vision du retournement à René Thom, à Francis, à Petit, et René Thom lui-même va en parler à Anthony Phillips, et Anthony Phillips veut absolument de toute force comprendre la conceptualisation du retournement de la sphère de Shapiro. Il essaye de la comprendre, il croit la comprendre, mais en fait non. En fait, il invente une nouvelle façon de retourner la sphère. Et Anthony Phillips va être le premier à publier des dessins. Ces dessins vont paraître au Scientific American, et c'est ça. On est un peu déçu. Ça ressemble plus à un chromosome qu'à un retournement de sphère. Alors oui, il y a encore un peu de chemin pour avoir quelque chose d'acceptable au sens de l'intuition première. Et ça va continuer. On est maintenant en 1973, vous avez Charles Pugh qui va réaliser, avec du grillage à poules, les principales étapes d'un retournement de la sphère. C'est déjà mieux que rien du tout, mais ce n'est pas encore ce qu'on aimerait. Nous, ce qu'on aimerait au standard actuel, c'est un film. Et le film, il va avoir lieu en 1977. Max Nelson va réaliser le premier film du retournement de la sphère. C'est un véritable exploit technique. Il va passer plus de 7 ans à réaliser le film. Ce film est considéré dans l'histoire du cinéma comme le film fondateur des effets 3D, des images numériques, des images de synthèse. Pour l'émotion, pour l'histoire, on va regarder ce film, premier film en images de synthèse de 1977. Donc ici, la sphère à l'intérieur, elle est bleue, comme vous le devinez. Le retournement qui est figuré, c'est le retournement inventé par Bernard Morin. C'est un retournement dit à modèle central. Ça veut dire que vous retournez jusqu'à arriver à une position médiane qui va faire apparaître la surface de Morin. Quand elle arrive, cette surface de Morin, je vous dis. Elle est là, voilà. Vous êtes arrivé à la surface de Morin. Et à partir de là, tout va se passer en image miroir temporelle. Vous faites la même chose de l'autre côté. En gros, en inversant le rouge et le bleu. Voilà, notre sphère est retournée. On est tous d'accord, c'est très émouvant, c'est un exploit technique, mais on n'y comprend rien, ou presque. Alors, c'est essentiellement parce que les moyens techniques de l'époque nous empêchent de voir ce qui se passe à l'intérieur. L'histoire se poursuit. En 1974, William Thurston va conceptualiser lui aussi une nouvelle façon de faire le retournement, et elle sera visualisée 20 ans plus tard par Levy, Maxwell et Munzner. Et je vous montre ce retournement, et vous allez voir que les standards sont plus, disons, proches de ceux qu'on accepte actuellement. Ça va vite, concentrez-vous. Des questions? Bien, sortez une feuille interrogation écrite comptant pour la moyenne. On va se le remettre. Alors ça va très vite, mais on y voit plus de choses. Et puis surtout, ce petit film s'accompagne d'une version longue. Et cette version longue, que vous trouverez très facilement sur Internet, vous permet de décortiquer étape par étape ce retournement. Si vous voulez comprendre ce retournement, eh bien, allez sur Internet, regardez le film, le petit film. Ça vous prendra 20 minutes, 40 minutes ou 1 heure, mais vous allez comprendre ce qui se passe. L'histoire du retournement se poursuit. Je vous présente ici un retournement que j'aime bien. Il date de 98. Il est dû à ces 3 mathématiciens, Kussner, Francis et Sullivan. Et ils vont imaginer un retournement un peu comme la nature ferait un retournement. À partir Alors dans la nature, où est-ce qu'on trouve des sphères? Les bulles de savon. Imaginez, vous ayez une bulle,
et que vous puissiez déformer la bulle, faire des auto-intersections sans qu'elle éclate. Comment est-ce que la nature retournerait une sphère? Eh bien, elle le ferait en minimisant une énergie. Et voilà nos 3 mathématiciens qui font les calculs, qui minimisent cette énergie et qui regardent ce que ça donne. Et ça donne ça. Là aussi, ça va vite. Et voilà, simple comme bonjour, n'est-ce pas? C'est un retournement à modèle central. Et ce qui est incroyable, c'est que le modèle central, c'est la surface de Morin, on vient de la voir. D'accord? Donc vous avez un modèle central on retrouve la surface de tout à l'heure. Bon, il y a un certain nombre de retournements de la sphère qui ont été effectués depuis 1998, et comme toujours, je saute à travers l'histoire pour atterrir maintenant les 2 derniers retournements que je connaisse. Il y en a un qui est dû à Arnaud Sherita et qui a été produit en 2015, et un autre qui est dû à Adam et Witold Bednorth, qui est vraiment tout récent, 2017. Et comme je sais que vous avez maintenant une habitude incroyable du retournement des sphères, je vous propose un double retournement simultané. Donc le retournement Bednorth va plus vite que celui d'Arnaud Sherita, donc du coup il va passer en boucle. Alors même si les images ne sont pas très éclairantes, en fait conceptuellement les 2 retournements sont assez simples. Et on est presque dans un cas où les images, disons, n'apportent que la moitié de l'information vraiment. Et voilà, c'est terminé. Si ça a été trop facile pour vous, j'en devine qui fanfaronne. Allez donc sur YouTube, regardez Mathologer. Vous avez une vidéo sur le retournement de la sphère, et lui, carrément, il vous en propose 4 en même temps. Voilà. Si ces histoires vous intéressent, je vous recommande très chaudement cet ouvrage, Making Waves, qui est de Silvio Levi, qui s'adresse vraiment tout public et qui est truffé de bonnes idées mathématiques, de bonnes idées de compréhension. C'est un livre que j'aime beaucoup et qui raconte le retournement de la sphère de Thurston. Et si vous voulez quelque chose de plus hardcore, alors je vous propose cette séance du Mathématique Park. Donc ça a lieu à l'Institut Henri Poincaré, donc il faut aller sur le site de l'Institut Henri Poincaré. Cette séance, elle a été donnée par Patrick Massot, et c'est une séance sur le retournement de la sphère. Là, en revanche, ça ne s'adresse pas à tous les publics. C'est plutôt si vous êtes post-bac, donc en classe prépa, c'est parfait, le Mathématique Parc s'adresse aux étudiants post-bac. Vous pouvez tenter en terminale ou même avant, mais avant, il faut vous attendre à ce qu'il y ait des portions dans lesquelles vous allez totalement décoller. Donc là aussi, j'aime beaucoup ce Mathématique Parc. Eh bien quoi, il nous reste le défi à l'impossible de Nash, le 3e défi. Et ce 3e défi, il est tout simple. On va le comprendre en 2 secondes. Réduire la sphère. Vous partez d'une balle de ping-pong. Vous vous donnez, disons, un dé à coudre. Ben, il faut rentrer la balle de ping-pong dans le dé à coudre. C'est tout simple. Alors, on sait bien ce qui se passe quand on a une balle de ping-pong dans la main et qu'on essaye de la comprimer. Ça résiste. C'est complètement rigide, cet objet. Ça résiste à mort même. Si vous êtes suffisamment fort, c'est évidemment pas mon cas, mais si vous êtes suffisamment fort, vous pouvez arriver à comprimer quand même la balle, ou plus exactement à la poker. Donc vous allez arriver à créer des pointes, des arêtes comme ceci. Vous avez poké votre balle. Et on se dit, ah ah, peut-être que je ne vais pas arrêter de poker ma balle dans tous les coins, là, comme une brute, et je vais arriver à la rentrer dans le dé à coudre. N'y songez pas un seul instant, parce que le défi complet, c'est rentrer la balle de ping-pong dans le dé à coudre sans la poker. Sans la poker. Bon, ça paraît complètement dingue. Là, ça dépasse l'inimaginable. Mais aussi, peut-être vous vous dites, ça paraît complètement dingue, mais ça paraît surtout pas du tout mathématique.
Ben oui, ce qu'on vient de faire là, c'est de la physique. Hein. Vous avez une balle de tennis, enfin non, c'est pas du tennis, c'est du ping-pong. Une balle de ping-pong que vous voulez réduire, c'est pas des maths. Il va falloir qu'on soit capable déjà de reformuler notre problème pour le voir comme un problème de mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire que je déforme une balle de ping-pong? Ben, le matériau de la balle de ping-pong, il est un peu comme du papier. Quand vous avez une feuille de papier, vous pouvez la déformer, mais vous ne pouvez pas l'étirer, vous ne pouvez pas la contracter. C'est la même chose en première approximation pour le matériau de la balle de ping-pong. Vous pouvez le déformer, mais vous ne pouvez pas l'étirer ni le contracter. Comment est-ce qu'on peut traduire cette idée en mathématiques? Imaginez que vous ayez un matériau et vous dessinez une courbe dessus. Si vous êtes capable d'étirer le matériau, la longueur de votre courbe est plus grande, on est tous d'accord. Si au contraire vous contractez le matériau, la longueur de votre courbe devient plus petite. Si je veux dire que j'arrive à déformer le matériau sans le contracter ni l'étirer, ça veut dire qu'au cours de ma déformation, les longueurs doivent rester les mêmes. Vous voyez dans cette illustration, j'ai pris, disons que c'est une feuille de papier, ce sera plus simple, c'est un demi-cylindre, et puis ici il est ondoyant le demi-cylindre, j'ai tracé une courbe, eh bien la longueur de cette courbe et la longueur de cette courbe sont exactement identiques. Si j'étais une petite fourmi en train de parcourir les deux courbes, j'aurais la même distance à parcourir, parce que le papier se déforme isométriquement. Iso même, métrique mesure, je vais mesurer la longueur. Je vous propose ici un exemple de déformation isométrique, celui qui passe du plan au cylindre. Et vous constatez que les longueurs des carrés n'ont pas bougé. Je vais vous montrer maintenant une déformation qui n'est pas isométrique. Je passe du cylindre à la bouée. Et je vois que mes carreaux se sont complètement déformés. À certains endroits, la longueur a augmenté. À d'autres, elle a rétréci. Donc, je sais que ça m'est interdit. Quand je déforme une balle de ping-pong, je dois déformer isométriquement, je dois préserver les longueurs. Deuxième chose, la régularité. Ma balle de ping-pong, j'ai le droit de la déformer à condition qu'elle reste lisse. Je n'ai pas le droit de la poker. Donc ça, vous avez droit, ça, vous avez droit, et ça, vous n'avez pas droit. Et ça, vous n'avez pas droit. Il est interdit d'avoir des pointes, il est interdit d'avoir des arêtes. Et maintenant, on va pouvoir reformuler notre problème en un problème mathématique. Il s'agit de déformer isométriquement, donc en préservant la longueur des courbes, et de façon régulière, la sphère pour la placer à l'intérieur d'un dé à coudre. Bon, on a beau l'avoir traduit mathématiquement, c'est toujours aussi impossible, hein, on est bien d'accord. C'est complètement dingue. Et pourtant, Nash va créer la surprise en 1954. Il va montrer que dans sa formulation mathématique, le défi de la sphère réduite est réalisable. Alors je dis Nash, j'exagère un petit peu. Pour pouvoir réaliser le défi de la sphère réduite, il faut des travaux complémentaires qui sont dus à Kuiper, qui est ici. Imaginez la surprise de la communauté mathématique. On veut bien croire ça. D'ailleurs, la démonstration, encore une fois, de Nash et de Kuiper est irréprochable, implacable, elle vous assène cette vérité. Mais en fait, pour vraiment être bien sûr, ou au moins à l'aise, on aimerait voir. Seulement, la situation est un peu la même que pour Smale. Pour la visualisation de telles sphères réduites, ils ne savent pas. À vous de jouer. Conclusion, tout le monde est perplexe. Et encore une fois, je vous propose un document historique qui capte la perplexité des mathématiciens à l'époque. Et voilà. Cette perplexité, elle va conduire un certain nombre de mathématiciens à s'intéresser à cette démonstration de Nash et de Kuiper et essayer de la comprendre en profondeur. Je vous ai fait figurer sur ce transparent les acteurs d'une longue histoire et comme toujours, je vais vite. L'acteur principal, vous l'avez au centre, il s'agit de Mikhail Gromov et puis autour, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous avez Benoît Mandelbrot, William Thurston, Maurice Hirsch, Yakov Eliashberg et David Spring. Et ce qui va se passer, c'est que, à la suite de tous ces travaux, les choses vont devenir beaucoup plus lumineuses. Regardez ce que nous dit Gromov. D'abord, sa réaction toute naturelle. J'ai d'abord pensé que c'était une absurdité. C'était incroyable, cela ne pouvait être vrai, et c'était vrai.
Et puis ensuite, la réflexion. J'ai réfléchi pendant plusieurs années pour essayer de comprendre le mécanisme caché derrière la démonstration de Nash. Et Gromov va faire plus qu'essayer, il va triompher. Au fait, je devrais peut-être vous dire que Mikhaïl Gromov, est l'un des plus grands mathématiciens de notre temps. Avec la compréhension profonde de Gromov, eh bien, s'ouvre la voie de la visualisation. Et cette visualisation, elle va être réalisée entre 2012 et 2017 par une équipe de 6 personnes. Vous avez Vangelis Bartsos, Roland Denis, Francis Lazarus, Damien Romer, Boris Tibert et votre serviteur. Comment ça marche? Vous partez de votre sphère, c'est la grande, à gauche. Et puis, vous visez de la réduire à peu près dans la taille de la petite sphère à droite. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. On va partir de la petite sphère et on va imaginer qu'au lieu que le matériau soit indéformable, au contraire que le matériau puisse le déformer. Je vais m'intéresser à la petite sphère. Alors attention, évidemment, maintenant je la vois de près et elle devient plus grande, mais c'était ma petite sphère de tout à l'heure. Évidemment, j'ai triché. Si je pars de ça et je considère par exemple une courbe qui ferait une diagonale, qui partirait d'en bas à gauche pour aller en haut à droite, ben cette courbe, par rapport à la même courbe correspondante sur la grande sphère, elle est beaucoup trop petite. Je n'ai pas préservé la longueur des courbes, je trichais. Alors, puisque mon matériau est extensible, je vais étendre le matériau de manière à rallonger ma courbe. Mais je ne vais pas l'étendre n'importe comment, parce que si j'étends mon matériau trop loin, je vais avoir un objet qui aura finalement la forme du départ, je n'aurai rien réduit du tout. Je vais déformer le matériau en lui faisant faire des petites oscillations, comme ça. Ben, tout d'un coup, ma courbe qui partait du bas en bas à gauche pour aller en haut à droite, au lieu d'aller tout droit, maintenant elle est obligée de faire des petites oscillations comme ça. Et du coup, elle est beaucoup plus grande. Et de cette façon, je peux imaginer rattraper le défaut de longueur entre cette courbe qui fait des oscillations, puis la vraie courbe correspondante sur la sphère, la longueur de la vraie courbe correspondante sur la sphère. Mais évidemment, ce truc-là, ça doit marcher pour toutes les courbes. Donc si je considère maintenant une courbe qui part en bas à droite pour aller en haut à gauche, et vous voyez, je vais dans la rigole. Hop. Ben, cette courbe, elle est beaucoup trop courte. Il faut que je la rallonge, elle aussi. Comment je vais faire? Eh bien, zou, encore des oscillations. Des oscillations dans une autre direction, plus petite, plus fréquente. Et puis, je pourrais continuer. Par exemple, si je partais du pôle sud pour aller au pôle nord, elle est aussi trop courte, il faut que je la rallonge. Rezoom. Hop. Une troisième oscillation. Et vous allez continuer comme ça à l'infini. Vous allez rajouter une infinité d'oscillations sur les oscillations avec des fréquences de plus en plus grandes et des amplitudes de plus en plus petites. Et là où il faut me croire, c'est que si vous faites ça selon des règles mathématiques très précises, l'objet que vous allez obtenir à l'arrivée, c'est effectivement une sphère réduite. C'est-à-dire que c'est un objet que je pourrais déplier isométriquement pour retrouver ma sphère d'origine. Voici le rapport de taille. Vous allez me dire, oh là, on n'est pas tout à fait rentré dans un dé à coudre. C'est vrai, mais on pourrait faire à peu près les mêmes opérations pour réduire encore plus. On peut réduire d'un facteur aussi grand que l'on veut, donc rendre la sphère aussi petite que l'on veut. Et donc, la même technique permettrait de mettre ça sous un boisseau, sous un dé à coudre. Alors maintenant, je vous propose quelques images de cet objet. On l'a imaginé comme c'est une forme ronde, on l'a imaginé dans un environnement spatial parce qu'on aime tous ça. Donc ici, on est sur une sonde qui serait un peu au-dessus du pôle Nord, et puis on va descendre vers l'équateur. Donc on est vers disons, la latitude 45. Toujours la latitude 45. Là, peut-être on voit bien l'accumulation infinie de ces petites oscillations. Quand on pense accumulation infinie de petites oscillations, on pense à un objet qu'on appelle des fractales. Vous avez ou non déjà rencontré ce genre d'objet. Je n'ai pas vraiment le temps de les décrire en détail, mais je vous donnerai tout à l'heure une référence. Les fractales sont des objets pour lesquels, chaque fois que je les zoome, je vois toujours la même chose. Et ici, quand je zoome, je vois toujours la même chose. Je vois des oscillations qui s'empilent aux oscillations, et je pourrais zoomer comme ça à l'infini, je verrai toujours des oscillations qui s'empilent. Donc ça ressemble à un objet fractal. Ici, on est plus près de l'équateur.
Et maintenant, on traverse et on rentre à l'intérieur de la sphère, et puis on regarde le plafond, et c'est presque comme ici, le plafond est éclairé. Et si au lieu de regarder le plafond, je regarde juste à côté de moi le mur, que je le regarde de près, je vois apparaître, j'ai l'impression que c'est une colonne, mais en fait, c'est pas une colonne, hein, c'est une oscillation. Et puis maintenant, je suis en train de reprendre ma sonde et de repartir avec une lumière du soleil qui est rasante. Et voilà, si vous voulez plus d'images, eh bien, allez donc sur le site du projet VA, vous tapez projet VA sur le moteur de recherche de votre choix et vous tombez dessus. Si cette histoire vous intéresse, je vous recommande déjà de regarder de plus près qui est Nash. Il y a un film qui est une biographie, on dira romancée, de sa vie, qui s'appelle Un homme d'exception, qui a été réalisé par Ron Howard, et Nash est incarné par Russell Crowe. Ça peut être une bonne porte d'entrée. Et ensuite, vous enchaînez sur le livre de Sylvia Nazar, qui est une biographie tout à fait académique, et vous verrez un petit peu les différences entre le film et la biographie. Si vous voulez regarder quelque chose sur YouTube, vous pouvez regarder Science for All. Il y a une vidéo qui est consacrée à John Nash, ça s'appelle « Peut-on coller les côtés opposés d'une feuille carrée ?» Et puis je vous ai dit que j'ai zappé l'aspect fractal. Allez donc regarder Micmac sur les fractales, et ça vous donnera une très bonne introduction. Bien, on peut être fier de nous. On vient de relever les 3 défis. On peut bomber le torse. On peut bomber le torse, mais aussi on peut être un peu circonspect. Certes, ces 3 défis tout à fait spectaculaires. Mais on pourrait penser que, finalement, au sein des mathématiques, ce sont 3 cas isolés. Des anecdotes, en quelque sorte, sans réelle portée, sans réelle étendue. Il n'en est rien. Il n'en est rien, et il revient à Mikhaïl Gromov d'avoir trouvé un lien caché entre ces 3 défis. Ce lien est loin d'être évident, et il me faudrait vraiment beaucoup de mathématiques et de temps pour l'expliquer. Mais sachez qu'il a permis à Mikhaïl Gromov de découvrir, d'inventer une nouvelle théorie qu'il a appelée le H-principe. Et que cette théorie, elle agit comme une redoutable machine mathématique pour repérer les défis à l'impossible et les broyer, les résoudre. Et comme ça, Mikhaïl Gromov va résoudre des dizaines et des dizaines d'impossibles en mathématiques. Comment est-ce qu'une telle machine fonctionne? Eh bien, pour le savoir, je vous donne rendez-vous à la saison 2 de votre série préférée sur les défis à l'impossible en mathématiques. La bonne nouvelle, c'est que c'est déjà disponible sur Vimeo. Vous y retrouverez les héros de la saison 1, donc en particulier, vous y retrouverez Nash, vous y retrouverez Smail, et puis quelques autres têtes nouvelles. Vous y retrouverez toujours des mathématiques étonnantes, baroques, et surprenantes. Et puis, bien sûr, vous y retrouverez votre serviteur. Ce qui fait qu'il ne nous reste plus maintenant qu'à saluer nos héros de la saison 1. Et nos héros de la saison 1, eh bien, nous avons Werner Boy. Werner Boy, je n'ai pas de photo de Werner Boy, alors comment faire? Eh bien, vous avez ici une photo de Wuppertal, sa ville natale. Et Wuppertal, elle est célèbre parce que ça a été la première ville à avoir un tramway aérien. Première ville en Europe. Et ce tramway aérien a été inauguré en 1901, au moment où Boy publiait sa surface de Boy. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'avec un peu de chance, bon, c'est sûr qu'il a pris ce tramway. Avec un peu de chance, il est là, dans le tramway, mais on ne le voit pas. Smail avec la surface de Morin, Nash avec une sphère réduite. Et voilà, merci de votre attention.